Bonjour tout le monde, je suis Roxy de Découpe Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Rachel. Rachel est très timide, mais donc Rachel, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est la première collaboratrice carrément officielle du coup de Découpe Bitcoin. Donc Rachel est en alternance, communication, et elle bosse depuis 6 mois avec moi. Et donc c'est grâce à Rachel que vous avez le site e-commerce, vous avez les podcasts aussi régulièrement sur les réseaux un peu partout. On peut refaire le site, on travaille sur les nouvelles formations, sur un livre, sur un magazine, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une sorte de mini-série Q&A qui sera divisée à travers les semaines, simplement parce que, en fait, Rachel, comme vous, regarde beaucoup de mes vidéos, parce qu'elle est un petit peu obligée. Et donc, elle a un certain nombre de questions par rapport à Bitcoin, et ça va être assez intéressant parce que, du coup, c'est des questions de, non pas débutants, mais initiés, mais qui ne comprend pas forcément tout. Je veux pas de dire ça. C'est exactement ça. Donc, t'en as noté, je pense que le plus simple, c'est que, je t'en prie, vas-y, c'est quoi tes questions? Alors, ma première question, c'est que t'expliques plusieurs fois que Bitcoin, c'est quelque chose de décentralisé Ouais. et c'est quelque chose qui évolue tous les jours en fait. Et Ouais. j'aimerais savoir en fait du coup s'il y a des changements qui sont faits tous les jours, qui c'est qui gère ces changements, pardon, si c'est décentralisé. Ok, ok. Alors, il n'y a pas des changements tous les jours, dans le sens où donc Bitcoin évolue, mais c'est pas tous les jours, il y a du code et on change. Et donc, quand il y a des changements qui arrivent. Alors, il y a plusieurs types de changements. Il y a des changements un peu de sécurité, de maintien, donc des updates assez réguliers, enfin des updates. Là, dans ce cas, c'est un type d'amélioration. Mais sinon, quand on fait des updates sur Bitcoin, ce sont les développeurs core qui travaillent sur Bitcoin, qui vont ensuite changer le code et donc le proposer via le GitHub. Donc pour faire simple, en gros, donc Bitcoin évolue quand on change le code, et le code est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder le code, tout le monde peut le voir, et tout le monde peut proposer des améliorations. Et en fait, ça se passe sur une page internet qui s'appelle GitHub, c'est genre une sorte de site où il y a le code de Bitcoin et tout le monde peut aller le voir. Donc toi, si tu tapes GitHub sur ton ordinateur, J'ai accès, ouais. tu auras accès, c'est bitcoin/bitcoin. Et donc là, tu verras le code. Donc ce que font les gens qui veulent changer Bitcoin ou proposer des améliorations, c'est qu'ils vont sur GitHub proposer ce qu'on appelle des BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Et donc ils vont dire, bah voilà, moi je propose ce changement dans le protocole Bitcoin. Pour telle raison, et ça fera telle chose, et voici comment on va le faire. Des BIP, il y en a plein. C'est-à-dire que tout le monde peut en proposer. Donc souvent, il faut quand même être un minimum sérieux, mais je pourrais en proposer un. Bon, évidemment, moi, ça ne servira à rien, vu que je ne sers pas à grand-chose par rapport à Bitcoin. Mais dans l'idée, tout le monde peut le faire. Une fois que les gens proposent un BIP, il va être vérifié par la communauté, discuté, testé, débattu. Et c'est souvent cette phase qui est la plus longue et la plus compliquée. Et donc la communauté, c'est les développeurs du coup. Alors, C'est la communauté, c'est tout le monde, dans le sens où tout le monde peut proposer un BIP. Par contre, quand on va le débattre, ce sera encore une fois tout le monde, mais réalistiquement, il faut des gens qui aient les capacités techniques pour comprendre ce qui est proposé. Ok. Genre, moi, si je regarde les BIP, souvent, je vais pas comprendre. Et c'est une fois qu'il y a un BIP qui est très connu et qui est intéressant et que tout le monde me dit il faut que tu regardes, que je vais passer genre plusieurs jours à essayer de le comprendre. Parce que c'est juste trop technique. Donc en fait, les gens qui vont vraiment faire les reviews, les gens qui vont vérifier le code, les gens qui vont dire ok, ça on le met dans Bitcoin, ça on le met pas dans Bitcoin, c'est souvent les développeurs de Bitcoin eux-mêmes. C'est des gens très poussés en cryptographie, c'est des gens qui comprennent exactement comment ça marche. Et donc eux, une fois qu'ils ont donné leurs accords, il y a toute une phase de test qui est mise en place. Donc il y a il y a des tests, il y a des gens qui essaient en testnet, on regarde si c'est réaliste, on corrige des bugs, on propose des optimisations, etc. Et donc si un BIP est accepté, dans ce cas, il va être mis sur Bitcoin. Et alors là, c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu compliqué. En fonction du BIP, où ça va demander en fait un soft fork ou un hard fork, c'est-à-dire qu'on va devoir changer les nœuds. Donc les nœuds Bitcoin, tu le sais c'est quoi maintenant, Ouais. c'est des petits boîtiers derrière, voilà, c'est ce qui permet de communiquer dans le réseau, avoir le consensus. Donc il y a certains BIP qui vont devoir demander un changement du consensus Bitcoin, parce que c'est des gros changements. Changement. Donc par exemple Segwit en 2017 qui a permis Lightning Network, là dans ce cas il faut que tout le monde mette à jour son nœud. Et tu as des BIP qui n'ont pas besoin de gros changements parce que c'est simplement des optimisations ou des nouvelles normes. Par exemple, un exemple typique que tu peux comprendre, les listes de 24 mots. Les listes de 24 mots et 12 mots, avant ça n'existait pas. Et c'est BIP 39 qui a été proposé. Et BIP 39 il dit bon maintenant on va utiliser ce système de sécurité.
il n'y a pas besoin de changer Bitcoin en fait. C'est simplement la façon dont nous, on utilise Bitcoin qui change. Ok, ouais, je vois. Tu vois. Et donc, tu as des fois des améliorations qui changent Bitcoin, des fois des améliorations qui ne changent pas Bitcoin. Et donc, ça, c'est un peu les deux façons. Et donc là on est entré dans la phase de discussion de comment mettre en place le changement. Ça prend vachement de temps. Et là, donc, en fonction de l'ampleur du changement, il y aura beaucoup de discussions. Et au bout d'un moment, la communauté va être d'accord sur une possibilité de changement qui va être mis en place. Et une fois que tout le monde est d'accord pour dire on change, dans ce cas, c'est des personnes qui ont le droit sur GitHub, donc sur le site du code Bitcoin, qui vont faire le changement, à savoir des mainteneurs, ça s'appelle. Il y a 8 mainteneurs, et ces personnes, ils ont les droits pour changer le code de Bitcoin. Et du coup, si tout le monde est d'accord, eux, ils vont se dire, ok, bon, à cette date-ci, on bouge, et à cette date-ci, du coup, ils vont mettre le code, et après, le code va être implémenté dans les nœuds si besoin, et dans le réseau. Ok, ouais. C'est à peu près ça, sachant que si vous voulez les détails, ou si tu veux les détails, mais donc là c'est plus à la caméra, c'est dans la description, je mettrai un lien vers en gros les règles du GitHub de Bitcoin, où ils expliquent en détail comment ça se fait. Mais grosso modo c'est ça, tout le monde propose, après tout le monde fait une vérification, et si on est tous d'accord, on le met en place. Mais c'est tellement technique qu'il y a que malheureusement peu de personnes qui font les vérifications et qui contrôlent. Ok. Il n'y a aucune de ces personnes qui peut décider d'elle-même de... Alors elle peut, mais en fait, du coup, c'est... donc il y a plusieurs choix. Donc en effet, ce que tu dis, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est malhonnête? Voilà, c'est ça. C'est possible, mais dans ce cas, si jamais c'est un changement de Bitcoin, les nœuds doivent changer les règles, donc un changement du consensus. Dans ce cas, en fait, c'est à nous, les utilisateurs, de ne pas faire le changement. Dans ce cas, dans le sens où lui, il a imposé le changement, lui, il l'a fait en douce, mais réalistiquement, nous, on ne met pas à jour. Okay. En fait, la protection, elle est là. C'est que nous, on ne met pas ce que lui donne. Okay. Lui, il dit c'est comme ça, et nous, on va faire non, c'est pas comme ça. Okay. Et l'autre solution, ce serait que si c'est pas un fork, dans ce cas, simplement, on n'utilise pas. En fait, on dit non, on ne le fait pas. Okay. Donc en fait, c'est la barrière, et on doit faire confiance à ces gens-là. Mais si on voit qu'ils sont malhonnêtes, on va simplement pas utiliser ce qu'ils nous proposent. Ok. Je sais pas, c'est à peu près clair? Oui, c'est clair. Ouais. Ok, si vous avez des questions ou des clarifications, mettez dans les commentaires. Voilà, c'est assez intéressant sur comment est-ce qu'on améliore le code. Vas-y, question numéro 2. Alors, j'ai ma deuxième question, c'est que moi, je sais que là, par exemple, si je décide d'acheter du Bitcoin, donc des parts de Bitcoin, aujourd'hui, c'est un prix assez élevé. Mais par exemple, les gens qui les ont achetés il y a 8 ans, ils avaient un prix beaucoup moins élevé. Donc comment, en fait, aujourd'hui, on pourrait être tous égalitaires par rapport à ça, étant donné que c'est censé, en fait, être pour tout le monde, Bitcoin. Donc comment on peut être tous égaux, en fait, tout simplement, par rapport à ça. Je pense pas que Bitcoin est fait pour qu'on soit tous égaux. Ah. C'est-à-dire que clairement, je pense pas que Bitcoin c'est un peu en mode communiste où on aura tous la même chose. Je pense que le protocole est égaux, dans le sens où on utilise tous Bitcoin de la même façon. Donc ça, c'est égalitaire, dans le sens où peu importe que, comme je dis tout le temps, t'es le président ou quelqu'un d'Afrique, ou pauvre, ou peu importe, tu vas utiliser Bitcoin de la même façon. Genre, ton argent ne change pas la façon dont le protocole va te traiter. Donc ça, c'est égalitaire. Par contre, ce que tu me parles, c'est les baleines un peu. C'est les gens qui ont plein de Bitcoin. C'est les gens qui ont pu acheter des Bitcoins à 1 euro ou 1 dollar. Alors, ces gens ont forcément plus de Bitcoin. Faut savoir que, et je sais que la communauté me dit souvent, il y a une stat qui existe qui dit en gros 90% des bitcoins sont détenus par 1% de la population. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que les gens analysent les adresses. Tu vois, dans les portefeuilles, tu as les adresses, ils analysent ces adresses et ils disent regarde, cette adresse a genre 400 000 bitcoins. Du coup, finalement, il y a très peu de personnes qui ont tous les bitcoins. Il faut comprendre que déjà, c'est pas vraiment ta question, mais je me permets de l'inclure parce que c'est important de comprendre cette notion. C'est pas parce qu'une adresse a beaucoup de bitcoins que forcément ces bitcoins lui appartiennent. Donc en mode, une plateforme d'échange aura plein de bitcoins, mais c'est les bitcoins des clients. De la même façon, une personne très riche pourrait avoir plein de bitcoins sur plein d'adresses, et donc on ne saurait pas que toutes ces adresses lui appartiennent. Okay. Donc quand tu analyses un peu toute la blockchain, tu peux pas vraiment dire tous les bitcoins appartiennent à très peu de personnes, et tu peux pas non plus dire tous ces petits bitcoins individuels appartiennent à la même personne. Par rapport à ton problème, c'est plus que naturellement ça va être redistribué, je pense. En mode, ok, il y a des gens qui en ont profité avant,
Faut savoir que quand Bitcoin est sorti, le code était tout de suite open source. Tout le monde a pu avoir accès à l'information. Il l'a rendu public. Donc c'est simplement à quel moment on découvre Bitcoin. Toi, je pense que tu as découvert Bitcoin avec moi. Assez récemment, oui. Assez récemment, voilà. Récemment, ouais. De 2021 du coup. C'est ça. Moi, J'en avais déjà entendu parler un peu avant. Mais... Et voilà, et c'est là où j'allais venir en fait. Tout le monde en entend déjà parler avant. Et c'est simplement les gens qui font l'effort d'aller un peu plus loin, ou par chance, je pense que tu vas voir toi, c'est un peu un peu des deux, mais un peu du hasard, que d'un coup on s'y penche. Moi aussi j'avais entendu parler de Bitcoin en 2015, j'aurais pu en acheter plein, bah finalement je l'ai pas fait, et c'est que en 2017 où je me suis repenché dessus. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Bitcoin en 2013, parce que c'était dans le dark web, et ils ont rien fait. Et c'est seulement en 2017 ou des fois en 2020. Et en fait il y a ce dicton sur Bitcoin qui se dit tout le monde aura Bitcoin au prix où il mérite. Dans le sens où bah, malheureusement, c'est pas possible que tout le monde ait la même quantité de coins au début. Tu peux pas créer une monnaie et la distribuer également partout parce que c'est pas vraiment possible ou ce serait trop manipulé, ça marcherait pas comme monnaie en soi. Donc c'est juste que tout le monde achètera Bitcoin à un prix. Dans tous les cas, faut penser que les gens vont perdre leur Bitcoin, les dépenser et les redistribuer. Genre c'est très rare les gens qui en 2011, 2012, 2013 ont gardé leur Bitcoin. Réalistiquement, c'est une très petite pourcentage des gens qui ont acheté qui ont toujours leur Bitcoin. Parce qu'ils ont perdu leurs clés, parce qu'ils ont revendu après avoir fait un x4, parce qu'ils sont morts sans plan d'héritage, parce qu'ils n'ont pas compris leur sécurité, parce qu'ils utilisaient des papiers Bitcoin, des papiers portefeuille. Et en fait, c'est un truc con, mais à l'époque, je t'explique un truc, à l'époque, les gens sécurisaient leur Bitcoin sur du papier, un peu comme vous, mais pas avec les 24 mots. En mode, c'était littéralement une sorte de QR code de papier, en mode les Bitcoins étaient directement sur le papier. Ouais. Et il y avait un truc un peu chelou, c'est que si tu faisais une transaction, ok, dans Bitcoin, je sais pas si tu me suis, dans Bitcoin, quand tu fais une transaction, tout l'argent part, à chaque fois, tu vois, et c'est un système du TXO, et donc en fait, toi, tu récupères ton change. Donc en gros, c'est pas je te donne 100, non, j'ai 100, je te donne 2, c'est pas je te donne 2, j'ai toujours 98, c'est je dépense 100, tu as 2, je récupère 98. En fait, tout est dépensé. Et en fait, pour ces portefeuilles papier, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens faisaient des tests d'envoi, ils envoyaient genre 2 à eux-mêmes pour être sûr de pas faire d'erreur, en se disant après j'enverrai les 98 autres bitcoins. Okay. Et en fait, ce qui se passait, c'est con, hein, mais les 18 autres bitcoins allaient dans une adresse de change qui était inaccessible. Okay. Donc beaucoup de gens en fait ont perdu leur bitcoin parce qu'ils ont voulu faire un test d'envoi, ils ont envoyé 2 bitcoins et en fait ils savaient pas que derrière ils pourraient jamais utiliser tout le reste du portefeuille. Bref, c'est une anecdote à la con, mais grosso modo pour répondre à ta question, c'est pas égalitaire, personne va dire que ça l'est. Ça l'est de plus en plus à travers le temps parce que les gens passent leur bitcoin, vendent, utilisent, exploitent, perdent, etc. Et au bout d'un moment, bah, tout le monde aura bitcoin à un prix spécifique. Et j'ai envie de dire bravo à ceux qui ont fait les recherches plus tôt parce qu'ils ont compris ce que ça pouvait être. Et pour tous les autres, les ressources sont là. Je veux dire, moi, ça fait un paquet de temps qu'on essaie d'expliquer Bitcoin, que tout est disponible. C'est juste une question de recherche d'investissement, une recherche un peu intellectuelle. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, il n'y a pas la réponse que tu attends, tu vois. Ouais, je comprends. Roxy du futur, je me permets de rajouter 2 arguments quand même qui peuvent être intéressants pour votre réflexion. Le premier, c'est que dans tous les cas, notre système actuel n'est pas du tout égalitaire. Je veux dire, c'est littéralement 0,001% qui a déjà 95% de tout l'argent du monde via les actions, l'immobilier, les terrains, les fonds de pension. Donc je pense que Bitcoin permet justement de rééquilibrer cette balance en fait qui a été vraiment tordu avec le temps, à cause du cantillon effect, à cause de l'impression monétaire, les riches sont beaucoup plus riches qu'ils auraient dû l'être dans une économie non manipulée. Donc Bitcoin au long terme va tendre vers une meilleure redistribution du capital, ou du moins ça c'est un petit point de vue que j'ai par rapport à l'économie. Le deuxième argument, c'est se dire mais aujourd'hui tout le monde n'a pas d'action, tout le monde n'a pas d'or. Donc si on considère Bitcoin comme étant une monnaie saine un petit peu similaire à l'or, et donc on pense pas aux moyens de paiement ou à l'anti-censure par exemple, on pourrait se dire qui parmi tous mes viewers, qui parmi vos amis ont de l'or, et en fait tout le monde n'a pas d'or, donc je me dis tout le monde n'aura pas des bitcoins, et c'est complètement possible et normal qu'on vive dans une économie avec bitcoin qui fait un certain rôle, réserve de valeur, monnaie non censurable, moyen de paiement plus efficace, mais pour une niche de la population, qui sont vous et moi, et une très grande partie
de la population finalement n'utilisent pas Bitcoin parce que ils sont contents avec les CBDC, ils sont contents avec un système tracé, traçable, censurable, inflationniste. Et dans ce cas, c'est comme actuellement. Je veux dire, il y a des gens qui mettent tout leur argent dans de l'or et dans l'immobilier et qui vivent sur de la dette parce que finalement ils vivent au jour le jour avec leur salaire et leur argent est ailleurs. Et t'en as d'autres qui vivent qu'avec du fiat. Je pense que le système va se répliquer dans le futur et on sera toujours sur ce même dilemme. Donc le fait que le prix de Bitcoin monte, bah oui, les nouveaux arrivants, les personnes qui vont le découvrir plus tard, vont payer plus cher pour leur coin, mais c'est pas un problème en soi à mes yeux. Même si c'est débattable et c'est un sujet très intéressant qui mérite plus de réflexion ou des Q&A plus spécifiques ou des vidéos spécifiques. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je retourne sur le live. Merci de partager, liker et merci à Rachel d'avoir joué le jeu. Salut. Je peux pas te dire c'est injuste, il faut prendre les bitcoins des anciens pour les donner aux nouveaux. Je peux juste dire bah non, on aura tous bitcoin au prix on veut et naturellement ça va être redistribué quand un jour un bitcoiner va acheter une maison avec des bitcoins. Ok, ouais. Mais du coup, ça m'amène à ma troisième question. Si jamais tout le monde garde ses bitcoins, si jamais plus personne revend ses bitcoins, Ouais. comment de nouvelles personnes pourraient du coup avoir des bitcoins? Ok, ouais, non, les gens vont dépenser leur bitcoin. Alors ça c'est peut-être une hypothèse que je fais, mais en gros, c'est pas parce que c'est une monnaie saine et t'as envie de le garder et de le hodl que tu vas jamais dépenser ta thune. Parce qu'un jour ou un autre, tu vas devoir dépenser ton argent. Tu as besoin de te nourrir, tu as besoin d'aller en vacances, ou c'est du moins des besoins un peu émotionnels naturels. Tu vas devoir payer l'école de tes enfants, tu vas devoir payer des taxes, tu vas devoir te loger, etc. Donc naturellement, au bout d'un moment, les gens vont dépenser. Donc même si tu te dis, ok, je dépense pas pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans le temps d'économiser, au bout d'un moment, tu vas utiliser ces économies. À moins que tu sois picsou. Ouais. Et il y a des picsou, clairement. Il y a clairement des picsou, et souvent les picsou sont ceux que tu as dit avant qui ont beaucoup de bitcoin parce Ok, qu'ils ont ok, jamais, ils ont jamais rien fait avec, Ouais. tu vois. Et ouais, bon, c'est un problème. Un jour ils mourront et il y aura plus de bitcoin en circulation, ou au contraire, ces bitcoins seront perdus et donc on sera tous un peu plus riches. Mais naturellement, je pense que les gens vont dépenser. Donc il n'y aura jamais ce problème de aucun coin ne bouge. Et même s'il y a moins de bitcoin qui bougent, bah c'est pas grave, on peut simplement avoir moins de bitcoin dans l'économie qui feront toujours le taf. Je sais pas si c'est clair. Ouais, à peu près clair oui. Bah après, comme c'est des dépenses qui sont quotidiennes, du coup, c'est. Bah voilà, en fait, faut le Mais du penser. coup, ce sera des petites dépenses. Bah, ou des grosses. Quand tu achètes une maison, c'est une grosse Oui, dépense, ça, tu vois. ça. Quand tu décides de te lancer dans un business et t'investir 1 million dans de l'infrastructure parce que bah, tu as besoin de créer une usine, c'est une ça. grosse dépense, tu vois. Et en fait, je me dis, c'est un peu comme le système bancaire actuel. Il y a très peu d'argent qui est liquide, il y a très peu d'argent qui circule en permanence. On pourrait même considérer que c'est une petite masse monétaire qui circule comparé à ce qu'il y a dans les coffres de banque. Tu vois, comparé à ce qu'il y a en bourse, ce qu'il y a en immobilier, c'est de l'argent qui ne bouge pas finalement. C'est de l'argent qui est là pour pallier à l'incertitude du futur en fait. Quand tu achètes une maison, outre vivre dedans, c'est que tu te dis bah au moins j'ai de la pierre. Tu vois. J'ai un truc qui me servira si un jour j'ai besoin de la vendre. Donc tu la dépenses pas. Bah, ce sera pareil avec Bitcoin. Tu auras un très petit pourcentage des Bitcoins qui vont toujours bouger. Ce sera finalement les mêmes billets qui bougeront, comme aujourd'hui. Et la majorité de la masse monétaire de Bitcoin ne bougera pas parce que c'est le principe de la monnaie. C'est une réserve de valeur finalement. C'est ce qui servira un jour peut-être. Ok. Tu vois Ouais, je sais pas si c'est non, clair. ouais, je vois. Est-ce que tu as Ok. d'autres questions? Bah écoute, pour l'instant, non, ça va. Je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Et Sachant, ça a été assez clair, donc. sachant que du coup, on triche un peu. Hein. Je lui ai demandé hier d'écrire 4 questions parce que sinon. Voilà. Mais c'est des vraies questions que je me posais aussi vraiment. Donc voilà. Ok. Tu sais comment clôturer une vidéo? Pas vraiment, mais je peux le faire à l'impro. Merci à vous de regarder cette vidéo. Merci à vous d'être là. Merci au Patreon. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous avez des questions pour les prochaines vidéos. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à nous le dire aussi, ça fait plaisir. Et on se retrouve, j'imagine, bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Salut.